Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et tous. Quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français, c'est-à-dire l'Empire colonial français, c'est le sous-titre du livre de Thomas Deltombe. Bonjour Thomas Deltombe. Bonjour. L'invité de ce nouvel épisode de La Grande Hache, livre qui s'appelle L'Afrique d'abord. Thomas Deltombe est éditeur, historien, spécialiste de l'Afrique, de la France-Afrique en particulier. Vous avez fait des recherches aussi sur la guerre du Cameroun, une guerre ignorée. Et vous publiez donc aux éditions de La Découverte ce livre sur un personnage qu'on a le sentiment de bien connaître. On connaît très bien en général le François Mitterrand depuis la période où il a été chef de l'opposition de gauche dans les années 70, puis président de la République, jusqu'à sa mort au tout début de l'année 1996. On connaît bien aussi, même si cette connaissance a été plus tardive, le François Mitterrand, première période, le jeune François Mitterrand, celui qui grandit proche des milieux nationalistes de la droite conservatrice française, et puis qui est d'abord un personnage de Vichy, qui est fonctionnaire de Vichy, avant de s'engager finalement dans la résistance. Le François Mitterrand auquel vous vous intéressez ici est nettement moins connu. C'est celui qui est ministre de la 4e République. Je crois qu'à 11 reprises, il a été ministre au lendemain de la guerre. Pour cette période de la 4e République, on connaît le François Mitterrand qui s'occupe des affaires algériennes, comme ministre de l'Intérieur, parce que l'Algérie c'est la France, selon la formule qu'il a utilisée, ministre de la Justice. Mais on connaît beaucoup moins bien son action, dont vous montrez qu'elle est très importante, concernant l'Afrique noire. Comment ça se fait que ce jeune homme brillant, ce politicien très ambitieux, qui accède donc à toute une série de responsabilités à la Libération, à partir de 1946, s'intéresse finalement à des contrées aussi éloignées, et comment se fait-il que l'Afrique prenne une place si importante, comme vous montrez, dans ses préoccupations ? Alors en fait, effectivement, je pense qu'il faut vraiment souligner le fait que le livre s'intéresse au Mitterrand de la transition, en fait, entre le Mitterrand nationaliste de droite à celui qui va se métamorphoser au cours des années 60 et 70 en un homme de gauche. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est la période de transition. Donc, de mon point de vue, d'une certaine façon, c'est la plus intéressante. C'est comment on fait, comme un papillon, pour passer de la droite nationaliste à quelqu'un qui s'est présenté comme carrément tiers-mondiste dans les années 70. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une période qui est centrale et pourtant, c'est la moins étudiée, la plus méconnue. Et même, on y reviendra peut-être, ceux qui l'ont étudiée l'ont, à mon avis, assez mal étudiée. Ou en tout cas, l'ont étudiée de façon assez complaisante, c'est-à-dire qu'il répercute assez aisément ce que François Mitterrand lui-même a dit de son passé. Donc moi, ce que j'explore... C'est maître dans l'art de réécrire sa trajectoire. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. Le livre parle de ça, d'une certaine façon. Comment... les mythes qui entourent François Mitterrand sur cette période sont véritablement des mythes. Donc j'essaie de démystifier en fait ce François Mitterrand des années 50, y compris d'ailleurs sur l'Algérie. Vous avez dit qu'on connaissait bien son parcours en Algérie. C'est vrai et en même temps c'est faux. C'est vrai dans la mesure où effectivement il y a eu un certain nombre d'écrits, on connaît cette phrase célèbre « l'Algérie c'est la France », qui, j'ai découvert ça, a été prononcé avant l'insurrection du 1er novembre 1954, et non après, comme c'est toujours dit. Donc ce qui change un tout petit peu la donne en termes de chronologie, mais passons. Mais sauf que, à mon avis, on connaît mal, y compris cet épisode, puisqu'il n'a pas été inséré dans la politique coloniale et impériale générale de Mitterrand. Et ce que j'essaie de dire, ce que je montre, à sa suite d'une certaine façon, parce que c'était très important pour lui-même, c'est qu'on ne peut pas penser la question coloniale, la question impériale, de façon fragmentée. Il faut la penser globalement. Il faut penser le système impérial comme un système. Et ça, c'est le point fondamental. Y compris par rapport à l'historiographie. Dans la mesure où la plupart des gens, et c'est bien logique, quand on a une documentation énorme, on la fragmente. On dit, je vais travailler sur François Mitterrand en Algérie, les positions de François Mitterrand en Indochine, ou autre. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de suivre son raisonnement. Lui, il dit, il faut qu'on pense le problème colonial dans son ensemble. Il dit, l'Union française, donc le nom à l'époque de l'Empire français, est un vrac. C'est un vrac. Et il faut absolument redonner de la cohérence et de la rationalité à cet ensemble. Ça explique en partie, il y a d'autres raisons, mais ça explique en partie pourquoi il se passionne pour l'Afrique. Il fait partie de sa génération et il pense que l'Empire
c'est par l'Empire que la France est puissante. Hein, il le dit en 1951, il y a une phrase qui me revient en tête où il dit « Nous ne conserverons à la France sa place, sa position dans le monde qu'autant que nous aurons maintenu sa présence en Afrique. » C'est quand même qu'il dit sa grandeur, il utilise un terme gaulien. Alors il y a plein de phrases de ce genre-là, hein, il est complètement obsédé par cette idée. Donc lui il dit, c'est l'époque où la France n'a pas encore la bombe atomique, hein, où le siège de la France à l'ONU a été obtenu un peu sur le fil. Et comme beaucoup de gens de sa génération, il estime donc que la puissance de la France repose sur son empire. Or, à partir de 1947, à partir de 46, 47 et encore davantage à partir de 1950, l'Indochine est finie. Là, c'est foutu en fait, hein, il le comprend. Pierre Mendès France le disait en septembre 1950. En fait, on est face à un dilemme en Indochine. Soit on investit massivement, sans garantie de résultat de victoire, soit on abandonne dès maintenant pour pouvoir se concentrer sur autre chose. L'économie française, le réarmement de la France, etc. Mitterrand est tout à fait sur cette longueur d'onde. Il dit, l'Indochine c'est fini, on est pris au piège en Indochine par les Américains qui financent la guerre, finalement on devient un peu les sous-fifres des Américains en Extrême-Orient. Il faut se reconcentrer sur l'essentiel, sur ce qui est vital pour la grandeur et même la survie de la France, l'Afrique. D'où l'Afrique d'abord. Et c'est le titre du livre, mais c'est pas mon titre, c'est une expression de François Mitterrand lui-même, qui a quand même écrit 2 livres sur les questions coloniales en moins de 10 ans. Ce qui, pour quelqu'un de ce niveau politique, est unique à mon avis. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres responsables politiques de ce niveau qui aient consacré 2 livres à ces questions. Vous soulignez que ces 2 livres ont été réédités avec les œuvres complètes de François Mitterrand, publiées par l'Institut François Mitterrand, gardien de la mémoire, et que ces 2 livres-là sont présentés avec des préfaces qui disent attention, il faut pas tout prendre au pied de la lettre, il faut bien remettre les choses dans leur contexte, parce que finalement, la manière dont il s'est présenté après coup, comme un libéral, hein, et pourquoi pas même comme un décolonisateur, est démenti en fait par ces livres-là. C'est un grand partisan de la colonisation, mais du néocolonialisme. Alors, ça, il faudrait y revenir peut-être plus en détail, parce que c'est, à mon avis, le nœud de l'ambiguïté et du mythe se trouve là. C'est-à-dire le lien entre son libéralisme colonial et en réalité son colonialisme. Bon. Mais je reviens juste sur l'Institut François Mitterrand. L'Institut François Mitterrand, c'est vraiment l'endroit où encore aujourd'hui, hein, si vous allez sur Twitter, sur X, vous pouvez regarder les gens qui tweetent autour de l'Institut François Mitterrand. C'est vraiment... on publie chaque jour un poème de François Mitterrand, on montre une photo extraordinaire, etc. Mais par contre... C'est un culte. C'est quasiment un culte. C'est une sorte de fanatisme, hein, pourquoi pas, hein, mais chacun son fanatisme. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant quand on a un peu fouillé dans les archives. On s'aperçoit que cette période-là est assez peu évoquée, hein, étrangement. Pas évidemment, parce qu'elle est extrêmement gênante. Bon, l'Institut François Mitterrand a effectivement republié les œuvres complètes de François Mitterrand avec des préfaces, de tout un appareil critique, de notes, etc., qui finalement, à chaque fois, valide les thèses de François Mitterrand, même quand c'est des mensonges éhontés, quoi. Et c'est vrai qu'au début, bon, moi, quand j'ai commencé ces recherches, il y a 4 ans, je suis allé à l'Institut François Mitterrand, d'ailleurs, j'ai été très bien accueilli. Parce que les archives sont là. Hein. Une partie des archives, il y a des archives là-bas, mais il y en a dans plein d'endroits, aux archives d'Aix, aux archives nationales. Je suis allé aux archives de Guy Mollet, j'ai fréquenté plein de fonds d'archives pour faire ce livre. Et quand j'y suis allé, c'était amusant d'ailleurs, pour l'anecdote, la personne, l'archiviste, enfin la personne qui m'a reçu, m'a très bien reçu, hein, ça, il n'y a pas de problème, même si je pense qu'il y a une sorte de désaccord fondamental, mais j'ai très bien reçu. Et ce qui m'a surpris, c'est que la personne dont j'oublie le nom, mais je le salue au passage, hein, m'a sorti toute une documentation dont il ignorait lui-même tout. Et il pensait connaître. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens croient connaître cette question. Et en fait, personne, à mon avis, ne la connaît véritablement, tout simplement parce que les archives n'ont pas été consultées. Moi, je suis tombé sur des pépites, je tombais sur pépites, en fait. Et je m'étonnais que personne n'y soit allé voir avant. Effectivement, là, j'ai eu l'impression, mais c'était pas un but en soi au départ, hein, puisqu'au départ, j'avais commencé à travailler sur ce sujet pour un autre livre, donc un livre qui s'appelle L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, pour lequel j'étais chargé de faire le chapitre sur François Mitterrand sur la 4ème République. Donc moi, j'étais intéressé à ça au départ, assez naïvement. Hein, bon. Et c'est quand j'ai commencé à fréquenter les archives que je me suis rendu compte que là, on tombait sur il y avait un matériau énorme. Un matériau énorme, et surtout un mythe. Oui. Un mythe quand même très important sur Mitterrand lui-même, mais plus fondamentalement, parce qu'à travers François Mitterrand, évidemment, c'est quand même toute l'histoire de la décolonisation française qui est posée. C'est-à-dire qu'on s'intéresse de plus en plus à la question coloniale, mais on s'intéresse assez peu à la question de la décolonisation.
C'est peut-être là-dessus qu'il faut, à mon avis, insister. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, je travaille sur cette question de la décolonisation, en particulier de l'Afrique, parce qu'il me semble qu'il y a une sorte d'illusion d'optique. Quand on regarde les manuels scolaires ou la littérature parascolaire, on a décolonisation française, la chute de l'Empire, voilà. Donc ça donne l'idée qu'il y a eu la colonisation, un processus de décolonisation, c'est-à-dire de démantèlement des empires coloniaux, puis qu'ensuite, ça y est, c'était les indépendances, la colonisation était terminée, la décolonisation avait fait son œuvre. Or moi, depuis que je travaille sur la guerre du Cameroun, c'est-à-dire quand même ça fait une quinzaine d'années, plus de 15 ans que je travaille sur ces questions-là, je pense que c'est faux en réalité, cette idée. C'est-à-dire que ce mot de décolonisation est un mot trompeur. Derrière le processus de décolonisation, en fait, derrière cette période 1945-1960, qui va de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux indépendances africaines de 1960, il y a effectivement eu quelque chose qu'on a a posteriori appelé décolonisation, mais dans le même temps, les responsables français, les responsables parisiens, ils ne sont pas restés les bras croisés à attendre qu'il y ait une décolonisation. Ils ont agi, ils ont réfléchi, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et Mitterrand a été à la pointe, en fait, de cette réflexion-là. De qu'est-ce qu'on peut faire face, effectivement, au mouvement de revendication des peuples colonisés et à la contestation des schémas coloniaux par les superpuissances, URSS et États-Unis. Et ils ne sont pas restés les bras croisés à attendre que ça se passe. Ils se sont dit non, il faut qu'on trouve une solution. La solution, ça va être de changer la forme de l'Empire pour le faire perdurer. Redéployer la domination, au fond. J'aime bien le « re » là-dedans. Parce qu'on est toujours dans le décolonisation, démantèlement, Mais non, il y a derrière cette décolonisation, il y a un processus de recolonisation, en tout cas de réforme, de renouvellement de la colonisation. Et François Mitterrand, le François Mitterrand des années 50, est à la pointe, et la pointe avancée de ce processus. Ces deux bouquins, Aux frontières de l'Union française 1953, Présence française et abandon 1957, c'est des manuels de théorie du néocolonialisme. C'est-à-dire du néocolonialisme, pas de la décolonisation, de comment on va faire face à des peuples coloniaux qui voudraient quand même plus d'égalité et plus de liberté, face à des puissances concurrentes qui voudraient bien nous contester, et pourquoi pas empiéter sur nos possessions, prendre notre place, c'est la vieille concurrence coloniale. La concurrence inter-impériale. Eh bien, il faut qu'on trouve un moyen de perpétuer malgré tout notre fameuse présence française. Et il y a une alternative, me semble-t-il, à son époque, et il va prendre parti de ce point de vue-là, entre assimilation et association des peuples, des peuples colonisés. Alors ça, c'est la théorie coloniale de base, qui est... De là, quoi. Comment ? Ça part de là, quoi. Bah ça, c'est un peu le schéma classique des différentes formes de colonisation. C'est-à-dire, il y a l'idée qu'on va assimiler les peuples colonisés, donc finalement, ils vont devenir comme nous dans très longtemps. Donc, entre-temps, dans cette période transitoire jusqu'à une égalité parfaite, et ben finalement, il est tout à fait logique qu'on poursuive la mission civilisatrice pour qu'on les élève effectivement à notre niveau. Et puis, il y a une autre option qui est l'association, qui est de dire, bon, l'idée n'est pas qu'ils deviennent nos égaux, ou en tout cas nos identiques, mais qu'on puisse travailler en bonne intelligence pour que finalement nos intérêts respectifs soient défendus face à ce qui pourrait mettre en danger ces intérêts. On va commencer par les intérêts français, ou en tout cas les intérêts impériaux. Donc ça, c'est vraiment les deux bornes finalement de la pensée. Au début, François Mitterrand, comme beaucoup de gens, est vraiment dans le schéma très jacobin de l'assimilation. On va créer un peuple français, etc. Mais évidemment, étant donné le racisme structurel qui travaille la société française, en fait, beaucoup de gens se rendent compte qu'évidemment, ça ne va pas vraiment convaincre les colonisés. Ils comprennent bien que quand ils se font chicoter, qu'ils se font traiter comme des indigènes et qu'on les tue à la moindre protestation, on est quand même assez loin de l'égalité et de l'assimilation. Mais il y a quand même le raisonnement, vous citez Édouard Herriot et son mot célèbre qui est la France risque de devenir la colonie de ses propres colonies. Dans cette logique assimilationniste qui, disons, se flatte au nom de l'universalisme français de faire de tous les membres de l'Empire à terme des égaux, il y a l'idée on va être dépassé par le nombre. En fait. C'est ça aussi, c'est-à-dire que plus on accorde de droits aux colonisés, notamment de droits politiques, mais également de droits socio-économiques, mais de droits politiques, plus les Blancs vont devoir laisser de la place. Et alors ça se matérialise de façon parfaitement concrète à l'Assemblée nationale, où si on donne
le principe du vote démocratique, une personne, une voix, bah, ça voudrait dire que la majorité, en termes démographiques, la majorité des représentants à l'Assemblée nationale seront des représentants décolonisés. Et ça va poser quand même un petit problème. Et donc c'est pour ça qu'il y a un basculement assez vite. Les gens disent, bon, en fait, ça va pas marcher du tout. Déjà, ça va nous coûter très cher. En plus, on va devoir laisser notre fauteuil au Palais Bourbon. On va trouver une autre solution. Et c'est là qu'effectivement, l'idée d'association, qui gêne un peu les plus conservateurs, parce qu'ils disent quand même, association, c'est-à-dire qu'on leur donne beaucoup de liberté, quand même, c'est un peu risqué, etc. Bon. Mais effectivement, vu les dangers, entre guillemets, de l'assimilation, de ce processus d'assimilation, l'association devient finalement plus rationnelle. Et Mitterrand, comme beaucoup d'autres, est le témoin et l'acteur de cette bascule. Et cette bascule s'opère en 1952, en réalité, quand il rédige un rapport sur la Tunisie. François Mitterrand, donc, juste pour résumer quand même, a été 11 fois ministre, on l'a dit. Les 3 ministères les plus importants dans cette décennie, c'est ministre de la France d'Outre-mer, 1950. Enfin, il commence pas avant, il était ministre de l'Information, mais disons les importantes, ce qui va vraiment marquer sa carrière à cette époque-là, c'est ministre de la France d'Outre-mer, 1950-1951. Donc ça, c'est fondamental, il le dit de lui-même, c'est ça qui va orienter toute sa carrière politique, il l'écrit, ça pour le coup, c'est vrai. Ministre de l'Intérieur de Pierre Mendès France, 1954, début 1955, et ministre de la Justice de Guy Mollet, 1956-1957. Entre-temps, il a plusieurs fonctions ministérielles, mais secondaires. En 1952, il est justement dans une de ses fonctions ministérielles secondaires, et on lui demande de rédiger un rapport sur la Tunisie. La Tunisie qui est un protectorat. Donc ça, il y a une différence fondamentale entre l'Algérie, par exemple, qui est dans un modèle assimilationniste, des départements français, etc., comme la Corrèze, la Creuse ou autre. Parce que c'est une colonie de peuplement, voilà, colonie de peuplement, c'est vraiment un modèle assimilationniste. Elle est intégrée à la France, en fait. Voilà, on considère l'Algérie comme la métropole. C'est la France. Voilà, c'est l'extension métropolitaine en Afrique. Sauf que les indigènes n'ont pas les droits des citoyens français. Voilà. Mais c'est perçu comme ça. Et la Tunisie, elle, est sur un modèle protectoral. Donc le protectorat, c'est comme si c'était 2 États associés. On laisse aux autorités locales la responsabilité des affaires intérieures, et la France, en tout cas la puissance tutrice, va s'occuper des grandes affaires importantes, la défense, la diplomatie, la monnaie, etc., etc. Sauf que ce modèle-là a dérivé au fur et à mesure et est devenu quelque chose... Finalement, la France dirige la Tunisie un peu comme une colonie basique. Mitterrand, en 1952, il sait qu'il y a des mouvements de contestation très forts en Tunisie. Il dit, en fait, on ne va pas pouvoir tenir. Donc, il faut qu'on réforme très vite, assez fort, et qu'on revienne au système du protectorat d'origine. En l'occurrence, on va effectivement rendre aux Tunisiens toute une série de prérogatives d'affaires intérieures. De sorte que, en leur laissant ça, on va couper l'herbe sous le pied à ceux qui demandent plus. François Mitterrand est quelqu'un qui, et je pense que c'est très intéressant d'un point de vue beaucoup plus large que ce sujet, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce que c'est que la réforme. À quoi ça sert de réformer un système ? On pourrait penser que la réforme a pour but de mettre fin à un système, mettre fin à une injustice. Mais elle peut aussi avoir pour but de prolonger cette injustice. On change la forme, on réforme, on change la forme pour que le fond reste. Et donc, sur le modèle tunisien, et le rapport, il est inédit, je l'ai trouvé aux archives, je crois que personne ne l'avait jamais consulté. 56 pages ou 57 pages, où il décrit ce qu'il pense devoir être le nouveau modèle des relations franco-tunisiennes. Et là-dedans, il élabore une théorie de la réforme coloniale. Il dit, comme la France est contestée en Tunisie, il faut absolument qu'on réforme. Mais non seulement qu'on réforme, mais qu'on réforme plus que ce que la plupart des Tunisiens demandent. De sorte qu'on va couper l'herbe sous le pied, préventivement, à des revendications plus radicales. Et ce qui va permettre par ailleurs de diviser le camp nationaliste tunisien. Et il le dit, noir sur blanc, ceux qui accepteront les réformes qu'on va leur octroyer vont être dans notre camp, on va les protéger. Ceux qui les refuseront, on va les châtier. Donc il a une réflexion très intéressante sur ce que c'est que la réforme et son articulation avec la répression. Pour lui, il le dit là encore, noir sur blanc, la réforme ne va pas sans la répression et la répression ne va pas sans la réforme. En gros, on va les faire marcher droit avec la carotte et le bâton. Et par ailleurs, on va donc réformer en amont, en position de force en fait. Mais on va donner la réforme comme un cadeau, on va pas subir. Plutôt que la subir comme un aveu. Et c'est très intelligent, c'est vraiment hyper intelligent.
Et je dis tout ça parce que c'est là-dessus qu'il va ensuite dire j'ai dit que, vous voyez, comme j'étais généreux, etc. Il se fera passer pour un libéral contre les colons. Parce que son raisonnement est assez subtil et que personne n'y allait voir de près. Du coup, lui-même et les historiens à sa suite, et ses biographes à sa suite, vont tous tomber dans le panneau et dire « Oh là là, quel libéral formidable, il a voulu changer le système dans une optique très progressiste. » Mais pas du tout. C'est ça que je montre dans le livre, en fait. Alors là, on parle de l'Afrique du Nord, mais l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, va aussi beaucoup le mobiliser pendant cette période-là, qui est la période qui précède juste les indépendances. Oui, alors j'ai parlé de la Tunisie parce que c'est, le début de l'année 52, parce que c'est le moment pivot. On parlait de son évolution. En fait, son basculement, moi je le situe à ce moment-là, c'est-à-dire en 52, où il passe d'une vision assez classique de la colonisation à une vision plus subtile et plus dangereuse, du coup plus perverse aussi. Bon. Et effectivement, François Mitterrand, il est allé en Algérie plusieurs fois à partir de 1944, me semble-t-il, mais sa grande passion, ce qu'il va présenter comme sa passion africaine, c'est l'Afrique noire. Et effectivement, je suis allé consulter son journal de bord. Il se trouve qu'il est allé, à ce moment-là, il n'était pas ministre, il était député de la Nièvre. Et il a été invité par l'Alliance française à donner une série de conférences en AOF, comme on appelait ça, l'Afrique occidentale française, donc en Afrique de l'Ouest. Il donne une série de conférences sur l'activité ministérielle, le rôle de l'information, bref, il fait un petit voyage comme ça pendant 2 mois. Et il tient un journal. Beaucoup de ses biographes citaient des bribes de ce journal. Ah, oh là là, il fait plein de poèmes. Ultra lyrique, il se prend vraiment pour un grand poète et tout. Bon, c'est un homme de lettres, hein, il a toujours... Alors, il est très cultivé, ça on va pas le nier, mais alors il s'écoute écrire, c'est assez stupéfiant et assez marrant aussi, il faut le dire. Et il se trouve que ce journal se trouve à la BNF. On a pas le droit de le photographier, quand même. C'est Anne Pinjot qui l'a déposé à la BNF. Son épouse morganatique, comme on disait. Voilà, et il est consultable par tout le monde. Moi, je suis allé le consulter, et c'est une trentaine de pages dactylographiées. J'ai pas réussi à comprendre s'il y avait l'intégralité des pages ou pas. Je ne suis pas le seul ni le premier à avoir consulté ce journal, hein, des historiennes en particulier. Mais donc effectivement, c'est un genre. On voit bien le poids de la culture coloniale, du paternalisme colonial, du sexisme aussi, assez incroyable. Je vais peut-être publier ce journal. Enfin, j'ai tout retranscrit, donc je vais peut-être publier ça quelque part assez vite. Il s'intéressait énormément aux femmes blanches, il est totalement obsédé. On voit là quand même des choses assez stupéfiantes. Il était connu pour être un coureur. Ah, ça c'est clair, et il ne le cache pas dans son journal. Raciste aussi, racisme de l'époque, mais racisme quand même. Et ne s'intéressant pas du tout aux questions politiques, c'est-à-dire il a une vision totalement folklorique de l'Afrique, etc. Donc ça c'est quand même assez révélateur. Et c'est d'autant plus révélateur que au moment où il est là-bas, donc c'est février 1950, il se trouve que la Côte d'Ivoire est en pleine ébullition quasi révolutionnaire, et il n'en parle pas une seule fois. Et donc ça c'est vrai que c'est surprenant, c'est-à-dire qu'il est là-bas, il est selon toute vraisemblance, il est au courant qu'il y a une agitation révolutionnaire. Il va en Côte d'Ivoire, mais il n'en parle pas dans son journal. Mais tout ça pour dire qu'il se passionne pour l'Afrique subsaharienne à ce moment-là. Vraiment, il est conquis, ça se voit dans son journal, ça l'intéresse beaucoup, il a envie de lire là-dessus, il écrit d'ailleurs, il faut que je me renseigne sur la colonne Voulé-Chanoine, il se dit, oh là là, il y a tout un monde là que je découvre, donc il est extrêmement naïf, mais en même temps, il a une grande volonté de s'instruire. Bon. Et quelques semaines plus tard, juillet 1950, il y a un nouveau gouvernement. Vous savez que sous la 4ème République, ça va peut-être revenir, mais ça tourne pas mal. Et c'est René Pleven qui est nommé à Matignon et lui demande le ministère de la France d'Outre-mer, qui est en réalité le ministère de l'Afrique. Puisque l'Indochine est séparée et il y a un secrétariat d'État de l'Indochine. Bref. Donc il se retrouve quasiment ministre de l'Afrique en fait. Et ça le passionne, effectivement, ça l'intéresse. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il est très intelligent quand même. Et il se passionne pour cette question. Et c'est là qu'il développe l'idée de former un couple France-Afrique. Alors il développe cette notion de couple France-Afrique. Il faut vraiment qu'il y ait d'une relation quasi amoureuse entre la France et l'Afrique. Il faut qu'il y ait une fusion France-africaine, quoi. Ce qu'il faut dire, c'est que son passage rue Oudinot, donc le ministère de la France d'Outre-mer, est extrêmement agité. Extrêmement agité pour des raisons en fait électorales. C'est-à-dire qu'il y a les élections législatives qui s'annoncent pour le printemps ou le début de l'été 1951. Et comme sous la 4ème République, les majorités parlementaires sont toujours extrêmement fragiles,
et qu'on donne de plus en plus de droits civiques aux colonisés, il y a un peu cette idée que les colonies pourraient peut-être devenir une réserve électorale pour les partis. Et donc il y a une énorme bataille, et c'est vrai. C'est-à-dire que les partis gouvernementaux essaient de faire des circonscriptions africaines des réservoirs de voix. Parce qu'il y a des députés africains à partir de ce moment-là. Oui, et puis il y a des députés blancs. Parce qu'il y a 2 collèges en plus. Donc il y a des députés français blancs et des députés noirs qui sont à l'Assemblée nationale. En nombre congru, hein, les colons sont surreprésentés, les Africains sont ultra sous-représentés, mais n'empêche que avec quelques sièges supplémentaires, on peut faire basculer des coalitions. Donc il y a une énorme tension autour de ces circonscriptions, qui sont très mouvantes en plus, puisque le corps électoral évolue, enfin bref. Et donc, les partis gouvernementaux, dont François Mitterrand est totalement un des représentants, sont accusés par les opposants du régime, communistes d'un côté, gaullistes de l'autre, de tripatouiller les élections pour... voilà. Et donc, ça crée d'énormes tensions. C'est vraiment un enjeu électoral très très fort. Pour l'anecdote, c'est pas qu'une anecdote, c'est à ce moment-là qu'apparaît le terme néocolonialisme. Notamment, les gaullistes accusent Mitterrand, nommément, de néocolonialisme. Avec cette idée que le néocolonialisme, c'est justement l'utilisation partidaire, partisane des circonscriptions africaines. Voilà, c'est l'instrumentalisation finalement des colonisés à des fins politiciennes. Quand on connaît les réseaux gaullistes ensuite en Afrique, c'est amusant. L'accusation, elle est portée par Jacques Foccart lui-même. Jacques Foccart lui-même, dans son journal qui est adressé aux adhérents du RPF en Afrique, accuse Mitterrand de néocolonialisme, noir sur blanc. Hein. Il va bien apprendre de la leçon, puisque il va devenir le monsieur Afrique de Gaulle. Sauf qu'à cette époque-là, ça n'a pas tout à fait le même sens. Il dit, c'est pas un colonialisme, c'est une sorte de néocolonialisme. Parce que lui, il se considère comme colonialiste, ça lui pose pas de problème. Il dit, maintenant, il le revendique, d'accord. Donc, il y a énormément de tensions. Et peut-être, deuxième anecdote, à mon avis, qui est intéressante, c'est que il y a les gaullistes qui connaissent très bien le passé de François Mitterrand. Je fais une petite parenthèse parce qu'on pense toujours que le vichisme de Mitterrand a été découvert par hasard au milieu des années 90, grâce au livre de Pierre Péan, etc., Une jeunesse française. Quand on regarde les archives, mais pas des archives très cachées, des archives en ligne, des débats parlementaires, on voit que c'est pas du tout le cas. Dans les années 50, François Mitterrand est accusé à d'innombrables reprises d'être... On lui rappelle ce passé. On voit dans la presse, il suffit d'aller sur Gallica, la presse de l'époque, il est traité en grand titre de franciscard, celui qui a eu la francisque, etc. Donc c'est pas du tout une nouveauté dans les années 90. C'est connu, c'est débattu, et même en 1951, quand il est ministre de la France d'Outre-mer, il est sommé de s'expliquer sur ce passé. Et il s'explique, c'est la première fois qu'il s'explique publiquement sur ses relations à Vichy. Et là où c'est amusant, c'est que pourquoi il est sommé de le faire ? Parce que en Afrique, il y a un journaliste totalement méconnu qui s'appelle Maurice Voisin, qui a une petite feuille satirique assez particulière, puisque elle est d'extrême droite, mais c'est un journal qui est en Afrique. Et ce Maurice Voisin est un monsieur qui était à Vichy, fonctionnaire à Vichy, et qui, en délicatesse finalement à la Libération, est allé s'exiler en Afrique de l'Ouest et a créé un journal, voilà, l'Écho d'Afrique noire, etc. Et il conteste beaucoup l'administration coloniale. Il fait un journal satirique, dans lequel il renie d'ailleurs pas du tout son passé lui-même de vichiste. Il dit, moi, j'ai soutenu Brasillac, le maréchal Pétain, etc. Bon. Et puis un beau jour, il est menacé de procès par l'administration coloniale. Et ce beau jour, il se trouve que François Mitterrand est ministre de la France d'Outre-mer. Alors là, il fait une lettre ouverte à François Mitterrand. Cher François, tu te souviens, on se connaissait à Vichy. Et il raconte, par le menu, le passage de Mitterrand à Vichy. Alors Mitterrand, c'est quelque chose qu'il n'avait pas tellement envie qu'on raconte en fait. Lui, il préférait raconter ses dernières années comme résistant, c'est quand même un peu plus glorieux, étant donné comment l'histoire a tourné. Sauf que le Maurice Voisin en question, il enchaîne les éditos et les articles pour dire « Ah François, souviens-toi, on avait la même secrétaire, rue machin, à Vichy, etc. » Et c'est ça qui fait que les gaullistes, voyant que le Maurice Voisin s'excite là à Dakar, il dit mais tiens, c'est bien ça, on va raconter ça, alors en l'occurrence au Sénat, ce qu'on n'appelle pas le Sénat à l'époque, mais la haute cour,
Et donc voilà, François Mitterrand interpellé là-dessus. C'est par l'Afrique que sont passés exactement. maréchalistes. C'est ce que j'ai découvert en fait. C'est effectivement depuis Dakar que son passé vichiste le rattrape et qu'il est obligé pour la première fois de sa vie publiquement de dire oui, en effet, j'étais à Vichy, mais vous comprenez, j'avais 28 ans. Enfin bref, il se trouve évidemment plein d'excuses. Puis il est très habile pour se trouver plein d'excuses et oublier de mentionner toute une série de choses. Et voilà. Donc c'est effectivement par l'Afrique que revient la question de Vichy. C'est pas Pierre Péan en 94. C'est bien antérieur. Et alors, est-ce que c'est une époque où il construit déjà des réseaux personnels tels que ceux qu'il va ensuite pouvoir évidemment développer quand il sera à la présidence de la République? On sait qu'il y a tout un réseau mitterrandien. Ça fait partie de la France-Afrique. C'est une partie importante de l'histoire de la France-Afrique à côté des réseaux gaullistes. Est-ce que ça remonte à ce moment-là? Ah bah tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire que un des thèmes du livre, mais qui était aussi un des thèmes du précédent livre, c'est de casser un peu à une autre mythologie qui est de dire que la France-Afrique est un système qui a été institué par la Ve République, par le gaullisme, etc. C'est en partie vrai, mais en partie faux. C'est-à-dire que la France-Afrique, donc c'est ce système néocolonial extrêmement poussé qui a permis à la France de maintenir sa tutelle sur ses anciennes colonies africaines après les indépendances. Évidemment, ce système, en fait, il remonte à beaucoup plus tôt. On pourrait tracer une généalogie depuis le 19e siècle, mais y compris le mot France-Afrique lui-même apparaît dans la presse en 1945, avant même la 4e République. Et ensuite, réapparaît dans un discours de Félix Houphouët-Boigny, qu'on va peut-être reparler, il faudrait en tout cas, en 1955. Donc cette France-Afrique, effectivement, elle a une longue genèse, et François Mitterrand en a été un des concepteurs. Donc c'est important de dire ça. En fait, De Gaulle n'a fait que poursuivre l'œuvre de François Mitterrand. La Ve République poursuit l'œuvre, entre guillemets, coloniale et néocoloniale de la 4e République, dont François Mitterrand était un des représentants et une des têtes de pont. Voilà. Moi, dans ce livre, je m'intéresse beaucoup à la question de l'émergence du néocolonialisme. C'est le titre de l'introduction, les germes du néocolonialisme. C'est-à-dire comment est né ce système qui, sous ce qu'on a appelé la décolonisation, a en fait inventé un système néocolonial qui a justement permis à la France de maintenir sa tutelle sur ses anciennes colonies, malgré, et en fait plutôt grâce, aux indépendances. Pour ça, François Mitterrand a donc développé des outils théoriques, j'en parlais tout à l'heure avec la Tunisie, c'est-à-dire de dire, bon, il faut qu'on arrête avec le système purement assimilationniste, il faut qu'on rentre dans une association plutôt avec les territoires colonisés, mais une association avec qui? Avec des personnalités locales. Il faut qu'on trouve des personnalités locales, ce qu'on appelait des interlocuteurs valables, pour accepter ce nouveau partage des tâches, finalement. Pour résumer, on peut dire les choses de cette façon. En France, le débat oppose des colonialistes ultra, qui veulent rien changer, des colonialistes conservateurs qui veulent rien changer, et puis des colonialistes progressistes, qui veulent réformer le système pour le faire perdurer. Voilà le débat, disons, en France hexagonale, ce qu'on appelait la métropole. En Afrique, le débat est un petit peu différent. C'est-à-dire, il oppose, si on va très vite, en gros, il oppose deux forces. Celle qui veut l'indépendance, la séparation de la France, tout simplement. On veut se séparer de la France. Et ceux qui veulent réformer le système colonial pour le rendre plus juste. En disant, finalement, on va sortir de la colonisation, non pas par la séparation, mais par l'égalisation. Et en tout cas, par l'octroi progressif d'un certain nombre de droits. Donc, en gros, je simplifie, mais François Mitterrand, qui fait partie de la deuxième catégorie, le réformisme de l'Hexagone, va essayer de travailler avec les réformistes africains. Et c'est cette rencontre-là qui va permettre de faire émerger un système néocolonial, une nouvelle colonisation. Et la personnalité emblématique de ça, c'est Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est un personnage central du livre. Il est en couverture. Hein. J'ai fait. Plusieurs photos avec Mitterrand. La plupart des photos sont inédites dans ce livre, y compris celle de la couverture. En tout cas, j'ai jamais vu publier nulle part. J'ai trouvé aux archives où on voit Mitterrand et Félix Houphouët-Boigny qui ne sont pas présidents de la République, contrairement. Ils sont dans une posture. Voilà, ils sont dans une posture de chef d'État, mais en réalité, ils sont ministres tous les deux. Ministre du gouvernement Guy Mollet, ministre de la Justice et ministre sans portefeuille, ou je ne sais plus quelles sont les attributions de. Houphouët est ministre africain du gouvernement français. Il est ministre français, en fait, du gouvernement français. Bon. Et pour moi, cette photo, comme quelques autres, symbolise cette alliance entre le réformisme colonial, enfin voilà, de tous les réformismes coloniaux, qui soient
hexagonaux ou africains. Élite africaine, élite française, enfin, métropole, de métropole. Entre ces élites qui se fait sur le dos des Africains, finalement. Parce que, aujourd'hui, on peut penser qu'à posteriori, Félix Houphouët-Boigny, on le connaît comme l'ancien président de la Côte d'Ivoire, donc d'un pays indépendant. Il était africain, donc on imagine, a posteriori, assez aisément qu'il a toujours voulu l'indépendance de son pays. Il a été président d'un pays indépendant. Mais en fait, c'est pas vrai. Il a lutté contre l'indépendance de l'Afrique française. Il était contre l'indépendance. C'est pas une interprétation de ma part. Il ne cesse de dire ça pendant 10 ans. Je suis contre l'indépendance. Je pense qu'il faut réformer le système, mais pas se séparer de la France. Il faut que quand il parle de France-Afrique, il parle même de cause France-africaine. C'est de ça dont il parle. Il dit il faut une fusion franco-africaine. La France-Afrique, c'est la fusion de la France et de l'Afrique. C'est pas une séparation, c'est l'inverse. On va au contraire prolonger l'alliance, le lien franco-africain, et non pas le couper. Donc il est un anti-indépendantiste pur et dur. C'est même un agent central de la répression des mouvements indépendantistes. Quand il est ministre de Guy Mollet, pendant la bataille d'Alger, il dénonce la torture? Pas du tout. Non, au contraire. Est-ce qu'il dénonce les exactions de la France au Cameroun pendant la guerre du Cameroun? Jamais. Au contraire, il soutient ça. Il est la caution de ça. Il n'arrête pas de parler de l'amour franco-africain pendant qu'on est en train de zigouiller des centaines de milliers de personnes de l'autre côté de la Méditerranée. Sauf qu'a posteriori, on ne sait pas ça, on a oublié ça. Donc, on croit que effectivement, ces deux hommes, l'alliance de ces deux hommes, qui ont effectivement signé un pacte, une alliance politique début 1952, on pourrait croire qu'ils ont lutté à l'émancipation de l'Afrique. Mais non, ils ont lutté contre l'émancipation de l'Afrique, contre les indépendantistes africains. C'est comme ça que Mitterrand l'a présenté après coup, et Houphouët aussi d'ailleurs, puisqu'il y avait tout intérêt devenant président de son pays. Je parle longuement, mais c'est ce genre de mythe en fait que j'essaie de décortiquer. Et moi-même, je ne cache pas, quand j'ai lu au début les biographies de Mitterrand, je croyais que c'était vrai en fait tout ça. Mais quand j'ai commencé à fréquenter les fonds d'archives, quand j'ai commencé à lire la presse de l'époque, et en masse, et là j'ai passé évidemment des heures et des heures et des heures, je me suis rendu compte que là on était face à un mythe énorme. Il y a une reconstruction complète à posteriori. Mais subtile, parce qu'effectivement, et c'est là que c'est intéressant d'un point de vue d'historien, moi je ne me considère pas comme historien, mais de voir comment les perceptions d'aujourd'hui influe sur notre lecture de ce qui s'est passé à l'époque. Et ce qui est paradoxal, en fait, c'est qu'on nous dit toujours « Ah, il ne faut pas faire d'anachronisme et juger le Mitterrand de l'époque avec nos yeux d'aujourd'hui. » Mais c'est précisément ce que font ceux qui disent ça. Oui. Ils disent « Ah, il était colonialiste, mais vous comprenez, à l'époque, tout le monde était comme ça, etc. » Mais sauf que eux-mêmes disent, vous comprenez, il était très libéral en réalité. On croit qu'il était très colonialiste quand on lit ces textes de l'époque, mais en fait, c'était un libéral. Etc. Mais non, c'était un néocolonialiste, considéré et qualifié comme tel par les acteurs de l'époque. Parce que, juste un point sur cette question de néocolonialisme. J'ai dit tout à l'heure que Jacques Foccart et autres gaullistes avaient qualifié Mitterrand de néocolonialiste. Bon, ça c'est un peu pour l'anecdote, parce qu'effectivement c'est un terme qu'ils utilisent un peu à la cantonade comme ça. Mais plus intéressant, c'est les nationalistes algériens qui utilisent ce même terme, néocolonialisme. Et cette fois, dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Mmh. Et ça, ils l'utilisent à partir de la fin de l'année 1953, et tout du long de l'année 1954, et notamment au moment où François Mitterrand est nommé ministre de l'Intérieur de Pierre Mendès France, en charge donc de l'Algérie. Puisque l'Algérie, c'est la France. Voilà. Et là, c'est, à mon avis, un point que personne n'a soulevé, y compris les gens qui ont écrit des livres entiers sur Mitterrand et la guerre d'Algérie. C'est que quand François Mitterrand arrive place Beauvau en juin 1954, il a cette image de réformiste colonial. Il a cette image du type qui est colonialiste, mais qui voudrait moderniser la relation coloniale, progressiste. On va faire des réformes. Il a ce mot réforme à la bouche, j'en parlais tout à l'heure, en permanence. On va réformer, on va travailler avec les gens de bonne volonté, voyez, tout ce type de discours-là. Pour les nationalistes algériens, ceux qui veulent la séparation, les indépendantistes, ils disent « Ouh là là, voilà un type qui est dangereux ». Parce que bon, les colonialistes à l'ancienne, les vieux colonialistes, c'est clair, ils vont se décrédibiliser.
Et puis finalement, c'est grâce à eux qu'on va réussir à se séparer. Ils sont tellement, j'allais être vulgaire, ils sont tellement bêtes que finalement, ils vont mener la France à sa perte. Ils sont indéfendables. Ils sont indéfendables, ils vont mener la France à sa perte, la France coloniale à sa perte. Un type comme Mitterrand, un type comme Pierre Mendès France, eux, ils sont dangereux. Parce qu'ils vont réformer le système colonial. C'est comme disaient un certain nombre de commentateurs à l'époque, c'est des impérialistes intelligents. Et donc, pour des indépendantistes, c'est beaucoup plus gênant. Parce qu'ils se retrouvent avec des gens qui vont effectivement réussir à trouver des alliés parmi les indécis, on va dire, algériens. Ah voilà, des gens qui vont nous couper d'un certain milieu potentiellement contestataire, potentiellement indépendantiste. Et ça, ce qui m'a frappé, j'ai pas l'impression que grand monde l'ait dit avant, ça m'a même surpris, dans la presse nationaliste algérienne, on voit une grande inquiétude en fait. Ils disent Mitterrand, voilà un gars dangereux. Et ils l'appellent néocolonialiste pour ça. Ils disent voilà un type qui va faire des réformes et qui risque, comme il a beaucoup réfléchi à la question de la réforme, notamment sur le précédent tunisien, il va nous mettre des réformes dans les pattes. Toute une série d'Algériens vont marcher, accepter de collaborer, de la même façon qu'Houphouët-Boigny l'a fait. Et nous, on va se retrouver de plus en plus isolés et divisés. Et c'est pour ça qu'ils l'appellent néocolonialiste. Et ils disent, maintenant le grand danger, c'est plus le colonialisme, c'est le néocolonialisme. Et celui qui l'incarne, c'est Mitterrand. C'est le théoricien du néocolonialisme. Ça, c'est un truc dingue, en fait. Et là où ça me paraît encore plus dingue, c'est que il y a une course de vitesse qui s'engage entre ces deux mouvements. Entre le néocolonialisme mitterrandien et l'indépendantisme algérien. Il y a une course de vitesse. Qui va gagner la course de vitesse? Qui va remporter la bataille idéologique? Et il y a une remarque dans le journal Le Monde à l'époque, le lendemain de l'insurrection de la Toussaint Rouge, du 1er novembre 1954. Qui marque le début de la guerre d'Algérie. Le début de la guerre d'Algérie. Et le journal Le Monde se pose explicitement la question, est-ce que le néocolonialisme qui est dénoncé par les indépendantistes algériens est la cause de l'insurrection? Et ça pose une question quand même fondamentale. Ce serait la cause de l'insurrection. Carrément. Est-ce que c'est pas ça qui a accéléré le mouvement, qui a déclenché le fait que les nationalistes algériens, se sentant menacés, essaient de taper un grand coup pour prendre le peuple algérien à partir en disant maintenant il va falloir choisir. C'est eux, les néocolonialistes, ou nous. Ils précipitent, disons, l'insurrection. Il y avait déjà des plans d'insurrection. Ouais. Mais, y compris les services de renseignement français le savaient. On le voit aussi dans les archives. Mais ils pensaient que ça viendrait plus tard. Ils pensaient que c'était en préparation. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait déjà des préparatifs. Et justement, c'est ça l'interrogation du monde. C'est est-ce que finalement, c'est pas les réformes que Mitterrand est en train d'engager en Algérie qui sont jugées... qui ont en fait accéléré le mouvement et qui ont fait que ce qui vient d'être créé, le FLN, lance une insurrection. C'est quand on lit ça, on se dit tiens, en fait... Mitterrand qui a toujours dit, regardez, moi j'ai été un opposant de la guerre, la violence, je voulais justement réformer pour éviter la violence, etc. Ben en fait, ce que j'explique en fait, c'est que ce néocolonialisme qui s'est présenté comme quelque chose de progressiste, de pacifiste, etc., a eu des conséquences violentes en réalité. Sur l'Algérie, c'est juste une hypothèse, parce qu'effectivement, il y a énormément de raisons à l'insurrection algérienne. C'est pas uniquement la nomination de Mitterrand à Place Beauvau qui fait que tout d'un coup, les nationalistes algériens disent « Ouh là là, il faut qu'on fasse des attentats. » Bon. Mais n'empêche que le fait que la question soit posée publiquement à cette période-là est intéressante. Et elle est, à mon avis, d'autant plus intéressante que le même processus se passe au Cameroun à la même période. Et de mon point de vue, j'ai écrit avec deux compères un livre entier, enfin 2 livres en réalité, sur la guerre du Cameroun. Histoire complètement oubliée dans la conscience française. De moins en moins maintenant quand même, mais pas que grâce à nous, grâce à toute une série de gens. Mais... Il n'y a pas si longtemps, François Fillon, je crois, alors Premier ministre, était interrogé là-dessus et il ignorait qu'il y avait eu une guerre. Complètement, il avait dit que c'était une invention. Il faut le faire quand même. Ouais. Il ignorait cette guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts. Des dizaines de milliers de morts. Et justement, cette guerre, pourquoi elle a eu lieu ? C'est parce que la réforme coloniale qui était engagée par des gens comme François Mitterrand, par des gens comme Félix Houphouët-Boigny, mais aussi par des gens comme Gaston Defferre et autres, avait pour objectif de faire monter au pouvoir des gens qu'on appelait des nationalistes modérés, c'est-à-dire des gens modérément nationalistes, évidemment. Des élites locales, prêtes à continuer le chemin. À collaborer. Et le mot collaboration, là encore, c'est pas moi qui l'utilise. C'est Houphouët-Boigny qui ne cesse de dire qu'il est pour la collaboration, qu'il est un collaborateur. Il le dit explicitement. Et ben, c'est le même processus qui s'est passé au Cameroun. C'est-à-dire au Cameroun, la France
par succession de réformes, essaie de faire monter au pouvoir des collabos, pour les stigmatiser bien fort, et que les nationalistes camerounais, les indépendantistes camerounais se disent « mince, on va se faire piéger, on va se faire piéger ». Ils vont donner l'indépendance à des gens qui sont contre l'indépendance. Ça précipite les radicaux qui se disent... Et donc, en fait, la réforme, le réformisme colonial, c'est-à-dire l'émergence de ce néocolonialisme, de cet impérialisme intelligent, il a été présenté a posteriori comme une façon intelligente, justement, d'arriver à l'émancipation de l'Afrique. Mais en réalité, il a eu pour résultat de maintenir la domination impériale de la France sur les anciennes colonies et de créer, du coup, par réaction, des réactions violentes. De type insurrection algérienne ou insurrection camerounaise. De le maquiller rétrospectivement, en le falsifiant complètement, comme en fait une position qui était favorable à l'indépendance. Alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. Exactement. Et ça, c'est quasiment orwellien, en fait, ce truc-là. Et quand on lit les écrits de François Mitterrand après, alors moi je consacre uniquement la conclusion du livre au récit qu'il a donné lui-même de cette période. C'est stupéfiant, en fait. Et c'est à la fois, je dois dire, assez génial, parce que par petites touches, en 58, il commence à réécrire. En 65, quand il est le candidat de la gauche contre De Gaulle à la présidentielle de 65, il essaie de se présenter comme un progressiste, un homme de gauche, vous comprenez, les gaullistes. C'est le début du grand mouvement de la gauche, voilà. De l'émancipation générale. Donc là, partout dans le monde. Dans ses interviews, je cite toute une série d'interviews, il commence à réécrire en disant, vous comprenez, j'étais à l'avant-pointe de l'anticolonialisme, etc. Alors on se dit, oula, mais comment ça se fait que les gens aient oublié que 10 ans plus tôt, ils disaient exactement l'inverse, quoi. Et ensuite, dans son livre Ma part de vérité, qui est en fait un ramassis de mensonges, paradoxalement, bon. C'est de l'autofiction. Où là aussi, il raconte des choses, mais quand on a un peu fréquenté les archives, on est ébahi, on est même assez admiratif, en fait, je dois dire, de sa capacité à, par petites touches, un petit oubli par-ci, une petite inversion chronologique par-là, un petit mensonge, à faire dire à des faits, en les maquillant, en les transformant, l'inverse de ce qu'ils ont été. Et puis ça se poursuit dans les années 70, alors j'ai retracé tout ça, les petites interviews, et puis à la fin, il se présente carrément comme le mec qui a sauvé l'Afrique et qui lui a livré l'indépendance. Il fait une interview avec Marguerite Duras où il dit ça, il dit grâce à moi, en fait, bon, modestement, n'est-ce pas, grâce à mon alliance avec Félix Houphouët-Boigny, qui a été un indépendantiste formidable, et j'ai pu mener l'Afrique vers l'indépendance sans violence. Oui, sauf qu'en fait, non seulement vous étiez contre l'indépendance, mais en plus il y a eu de la violence. Donc c'est carrément orwellien et génial, je dois dire. Hein. Et donc ce qui est dingue en fait, c'est que cette thèse-là que lui-même a développée, travaillé, ses amis n'ont cessé en fait de la répercuter, etc. À force d'être répétée, à force de et puis, tout le monde s'est dit que de toute façon, Mitterrand est un homme de gauche, donc forcément, c'était un progressiste, donc forcément, c'est un anti-coloniste. Tout ça paraît parfaitement logique. Et c'est devenu une vérité. Et donc maintenant, quand on lisez les biographies, je ne vais pas citer les noms, il y a toute une série de biographies de François Mitterrand, et cette thèse, elle tourne en boucle. Alors, même certains historiens ne s'embarrassent pas. Hein. Leur source unique, c'est François Mitterrand lui-même. Donc voilà, comme ça, c'est encore plus simple. Alors, on ne va pas voir les archives. On raconte, et puis ou alors, pour complexifier un peu l'affaire, on interroge des amis de François Mitterrand, ses anciens collaborateurs, puis qui disent tous la même chose. Alors finalement, regardez, on a plusieurs sources convergentes qui disent la même chose. Oui, mais elles viennent tous du même endroit. Mais allez aux archives d'outre-mer, allez voir la presse de l'époque, vous allez voir, c'est l'inverse. Alors, le point d'aboutissement de cette histoire du rapport de Mitterrand à l'Afrique que vous exhumez ici, c'est la période de François Mitterrand, président de la République, qui déploie ses réseaux de la France-Afrique, donc mitterrandienne, notamment avec son fils, Jean-Christophe, qui était appelé Papa Madi, je crois, par les Africains. Par la presse française, en fait, par le Canard enchaîné en particulier. Alors, c'est le Canard enchaîné qui avait révélé qu'il était appelé Papa Madi, je ne sais pas si c'était le cas. En tout cas, il grenouillait beaucoup avec les entourages de divers dictateurs africains qui étaient amis avec son père. Le point d'aboutissement de tout ça, qui est quand même très sombre, c'est le comportement terrible de la France au Rwanda et le soutien de la France jusqu'au bout
à l'initiative de François Mitterrand et de ses conseillers, contre les avis d'ailleurs de très nombreux représentants de la France sur place, du soutien à un régime qui allait supprimer en 3 mois, méthodiquement, 1 million de personnes. Il y a un engagement de ce point de vue-là, lié à la conception néocoloniale que François Mitterrand avait de l'Afrique. C'est des massacres ethniques, il y en a tout le temps, on n'y peut rien, c'est pas le problème. Il faut... Un génocide dans ce pays-là, c'est pas très important. Voilà, c'est ce qu'il avait dit en 1998. C'est ce qu'on rapporte. C'est ce qui a été rapporté. Mais bon, l'idée, c'était que de toute façon, comme toujours dans ces pays-là, le vrai enjeu, c'était la concurrence entre la France et les autres puissances, et donc la France avait pris le parti de ce régime, on allait le soutenir jusqu'au bout. C'est une expression de ce néocolonialisme dont vous décrivez les débuts. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette continuité, je pense, dont on parle entre la période que vous avez étudiée et ces années-là, ces années de présidence? Bon, il se trouve, dans le livre, j'aborde pas en fait cette question-là, parce que j'ai essayé de me concentrer véritablement sur ce qui n'était pas connu, ou en tout cas mal connu. Mais effectivement, il y a une continuité très forte en fait dans la pensée africaine de François Mitterrand. Il est en particulier obsédé par la concurrence des autres puissances impériales. Parce que tout à l'heure, j'expliquais qu'il pensait le système impérial comme un système, mais c'est pas juste le système impérial français, c'est le système impérial français dans un système impérial général, c'est-à-dire par rapport aux autres impérialismes. Il n'y a eu aucune pensée des Africains pour eux-mêmes. Je veux dire, peut-être finalement investis de leur propre... voilà, oui, les élites qui sont vouées à... Mais il est obsédé par ce qu'il appelle les anglo-saxons, les anglo-américains, au point que, quand les Anglais, les Britanniques accordent l'indépendance à la Gold Coast, qui devient le Ghana en 1957, donc c'est lui qui a envoyé représenter la France aux cérémonies d'indépendance, il est ulcéré. Il y a un journaliste britannique de l'époque qui l'a rencontré à l'époque. Il dit c'est incroyable. Il nous accuse, nous Anglais, d'être les responsables de tous les déboires de la France en Afrique. En gros, et il le dit, il l'écrit en permanence. Les Anglais et les Américains sont trop laxistes avec les nationalistes africains, au sud comme au nord du Sahara. Et c'est à cause de ça qu'on est obligé de réformer notre système aussi. Parce qu'ils nous poussent à réformer. Ils sont trop libéraux. Donc nous, on est obligé d'être libéraux, mais c'est vraiment par devers nous, quoi. Donc il est obsédé par ça. Évidemment, il est obsédé par l'Union soviétique. Il est ultra anticommuniste. Il est ultra anticommuniste, mais à la limite, bizarrement, c'est pas son problème principal. Il dit, bon, évidemment, les soviétiques veulent empiéter sur notre terrain africain, c'est logique, mais les vrais coupables, c'est les anglo-américains qui ne nous soutiennent pas dans la cause coloniale. Finalement, ils nous abandonnent. Voilà les traîtres, c'est les anglo-américains. Parce qu'en fait, eux aussi veulent prendre notre place. Il est complètement obsédé par ça. Il fait référence au complexe de Fashoda de 1898, explicitement. Voilà, Fashoda n'est pas terminé, etc. etc. Rappelons, Fashoda, c'est la confrontation, pour aller très vite, entre les Britanniques et les Français dans l'actuel Soudan du Sud, où finalement les Britanniques ont pris le dessus sur les Français, et ça a été une humiliation pour les Français. Ça a créé tout un débat national à la fin du 19e siècle, où on a dit que les Anglais étaient finalement nos ennemis héréditaire en Afrique comme ailleurs, etc. Donc ce qu'on a appelé le complexe de Fashoda, une sorte de complexe d'infériorité par rapport aux Britanniques. Et Mitterrand est complètement là-dedans, une sorte de nouveau complexe de Fashoda. Il ne cesse d'accuser les Britanniques d'être des traîtres à la cause coloniale et les Américains de soutenir en sous-main les nationalistes algériens, tunisiens, marocains, etc. Ça reste jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il est obsédé par cette question-là. Ça revient dans les années 80, 90, et ça revient notamment, pour répondre à votre question, au moment du Rwanda. Il est persuadé que le Front patriotique rwandais, le FPR de Paul Kagame, est en fait un proxy des Anglo-Américains, et que du coup, il faut leur barrer la route. Et la seule façon de le faire, c'est de soutenir un régime qui se trouve être prêt à un génocide et qui va mettre en œuvre ce génocide en 1994. Et donc là, la France, à cause de Mitterrand, s'est rendue complice d'un génocide à la fin du XXe siècle. Voilà. Et ça vient de cette idéologie-là, qui est pas une idéologie qui est propre à François Mitterrand, c'est une idéologie qui vient du 19e siècle, mais qui l'a répercutée jusqu'au seuil du 21e siècle. Qui n'a jamais abandonné. Et qui est d'ailleurs encore assez forte aujourd'hui aussi. Il y a encore des gens qui disent ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? La gauche et Mitterrand, c'est toute une affaire. Voilà, oui. Le Parti socialiste et Mitterrand d'un côté. La formation issue de l'initiative de Jean-Luc Mélenchon en 2009 de quitter le Parti socialiste. Aussi, il y a des comptes à régler avec ça, finalement. En tout cas, un passé, Mélenchon lui-même, on le sait, professe une admiration. Alors,
plus ou moins critique, mais enfin quand même, il n'abandonne pas son culte de François Mitterrand, qui est assez symptomatique du culte de cette gauche française. En tout cas, évidemment, c'est une question que je ne traite pas dans le livre, mais les lecteurs, les lectrices pourront peut-être réfléchir à ça aussi, parce que ça amène effectivement à ce type de réflexion, c'est-à-dire comment ça se fait que ce passé, comment ça se fait que personne ou très peu de gens ont l'air d'avoir distingué le néocolonialisme, c'est-à-dire une façon de prolonger la geste coloniale, et l'anticolonialisme. Comment ça se fait que François Mitterrand ait si facilement fait passer des vessies pour des lanternes, fait passer son néocolonialisme pour de l'anticolonialisme? Comment ça se fait que la gauche n'a pas fait sur cette partie-là son droit d'inventaire, pour parler comme Jospin? C'est-à-dire que le droit d'inventaire, il a été proclamé par Lionel Jospin dans les années 90, si je ne me trompe pas. Il a été fait en partie, mais en réalité, on est encore très loin d'être allé au bout de la réflexion que la gauche, la société française en général, mais la gauche en particulier, a à faire sur son histoire coloniale. On parle beaucoup de l'histoire coloniale, mais finalement, on avance très lentement. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la décolonisation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce mythe, et j'y reviens parce que c'est à mon avis une clé, l'idée que, à partir du moment où il y a eu la décolonisation, la France est immunisée contre le colonialisme. On a décolonisé, donc on n'est plus colonial. Et la gauche, naturellement... Comme la décolonisation était un trompe-l'œil, en grande partie, et que Mitterrand a été un acteur clé de ce trompe-l'œil, est-ce que vraiment on a décolonisé? Bon, on le voit en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. Évidemment que la France est encore une puissance impériale, pour ne pas dire coloniale, dans certains cas. Et ça, évidemment, c'est un peu le substrat de ce genre de réflexion et d'enquête historique. Merci beaucoup, Thomas Delton, d'être venu parler pour la Grande Hache de ce livre passionnant, L'Afrique d'abord, quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français. C'est vraiment une lecture, je le disais, absolument passionnante, très riche, pleine de vie, pleine de sources. C'est une enquête en profondeur dans des archives qui sont souvent saisissantes. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de La Grande Hache. J'en profite pour vous signaler que vous pouvez rejoindre la page de l'émission sur Facebook et la page de discussion, le groupe de discussion qui s'appelle La Grande Hache, Histoire et Idées. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et le soutien du public, le média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Nous avons engagé un recours. Vous êtes déjà plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez-la, s'il vous plaît, partagez-la. Vous la retrouverez sur tnt.lemediatv.fr. C'est vous qui permettait l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent en soutenant notre antenne. Continuez à nous soutenir en devenant sociétaire de notre coopérative, le média est une coopérative, ou bien en nous faisant des dons ponctuels ou mensuels. Rendez-vous pour cela dès maintenant sur tnt.lemediatv.fr.